tout le monde fait des erreurs. Mais certaines boîtes en font des choses plutôt stupides, illogiques ou tout simplement dangereuses pour maximiser leurs profits. Parfois, elles échouent en laissant l'innovation passer. Et d'autres participent activement à leur propre chute humiliante. Regardons 10 sociétés qui ont coulé à cause de décisions vraiment très bêtes. Numéro 10. Les systèmes de sécurité louches. Vous avez déjà entendu parler de quelque chose d'aussi contradictoire qu'un dispositif de sécurité tueur. La société japonaise de pièces automobiles, Takata Corporation, a produit entre la fin des années 1990 et 2018 des airbags qui étaient loin d'être sûrs. Des rapports de gouvernement et d'entreprises comme Honda ont indiqué que 18 personnes sont mortes et 180 personnes ont été blessées. Ce qui les rendait si mortels, c'était le propulseur de nitrate d'ammonium interne. Cette substance était utilisée dans l'explosion contrôlée qui provoque le déploiement des airbags. Au lieu de propulseur standard, l'azide de sodium. Quand le nitrate d'ammonium est exposé à l'humidité ou à des variations de température pendant une longue période, il devient très instable. En 1999, Takata a décidé d'utiliser ce composé moins cher et hautement volatile, juste pour réduire les coûts. Au fil des ans, plusieurs airbags se sont déployés avec une force excessive, projetant des éclats de métal dans les voitures, tuant les conducteurs au lieu de les sauver. Et pire encore, la société était en fait au courant dès 2009 et a soumis de fausses données de test et des faux rapports pour couvrir ces dangers. Après le scandale, la société a perdu de l'argent jusqu'à déclarer faillite en 2017. Et des millions de voitures ont été rappelées lors du plus grand rappel de produits auto de l'histoire des États-Unis. Mais certaines de ces voitures potentiellement mortelles roulent encore. Pour vérifier votre airbag, allez sur le site de New York Times qui a une liste de véhicules concernés. Numéro 9. Le navet de Blockbuster. La plupart des gens croient que Blockbuster a disparu à cause de la montée en puissance des services de streaming en ligne, si c'est pas loin de la vérité. L'histoire complète est bien plus maladroite et gênante. En fait, le fondateur de Netflix avait proposé de faire un partenariat avec le géant de la location de vidéos. L'entrepreneur Reed Hastings a approché le PDG de Blockbuster, John Antioco, quand Netflix était qu'une petite entreprise avec de grandes ambitions en l'an 2000. Il a proposé de lui vendre Netflix pour 50 millions. Les boss de Blockbuster ont rejeté l'offre, comme étant la plus grande erreur de leur carrière et disant non à une boîte de maintenant plus de 150 milliards. L'idée était que Netflix devienne la marque en ligne de Blockbuster et Blockbuster fasse la promo de Netflix dans ses magasins. Blockbuster s'est dit qu'ils avaient un autre chat à fouetter que de s'occuper d'un minuscule service de DVD de vente par correspondance. Si Hastings est reparti bredouille, Netflix a continué de croître, jusqu'à devenir l'entreprise de plusieurs milliards actuels. Et les deux sociétés ont développé une rivalité intense. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, Blockbuster avait dit explicitement tout jeter à la tête sauf l'évier de leur cuisine. Le lendemain, il a reçu un vrai évier par la poste. Blockbuster a fini par déclarer faillite en 2010. Peut-être qu'ils auraient dû passer moins de temps à poster des éviers et plus mettre à jour leur modèle d'entreprise. Numéro 8. Les couacs de Kodak. Kodak a peut-être inventé l'appareil photo portable, mais la prudence excessive a mis ce géant de la technologie à genoux. Fondée en 1888, la société avait plus d'un siècle quand elle a déposé le bilan en 2012. Malheureusement, la célèbre société d'impression d'appareils photo et de photos n'a pas su suivre le rythme de l'évolution. Ayant inventé l'appareil photo numérique eux-mêmes en 1975, Kodak n'a pas réussi à fabriquer l'appareil photo à cause des forces internes trop conservatrices. En gros, Kodak a jeté les bases importantes de l'ère de la photographie numérique, mais par peur de nuire à leur propre marché. Ils ne sont pas passés au numérique. Donc, quand ils étaient prêts à fabriquer l'appareil photo numérique qu'ils avaient créé, c'était trop tard. D'autres dominaient déjà le marché, quand les films et photos physiques sont devenus obsolètes. Kodak a manqué d'argent, s'est retrouvé avec une dette de 6,75 milliards et a dû renvoyer plus de 50 000 employés. Ils font toujours de la vente de fournitures et de cartouches d'encre, mais il y a peu de chances qu'ils atteignent un jour les bénéfices qu'ils auraient pu réaliser, à l'ère d'une technologie toujours plus futuriste. Mieux vaut garder une longueur d'avance. Numéro 7. Le géant déchu. Enron était autrefois le plus grand courtier en énergie au monde et la 7e plus grande boîte américaine. L'histoire de sa chute a tous les éléments d'un grand film dramatique. Des lanceurs d'alerte, la mort et beaucoup d'argent.
Enron a déposé le bilan en 2001 quand des étrangers ont découvert qu'il falsifiait et cachait des comptes depuis des années. Enron aussi a emmené le cabinet comptable Arthur Andersen dans sa chute. Ils s'étaient en fait associés à cette entreprise pour cacher leurs pratiques criminelles. De la dissimulation fréquente de grosses pertes et dettes aux mensonges sur les bénéfices à ses investisseurs, Enron a été impliqué dans une série d'opérations louches. En 2001, Sharon Watkins, vice-président du développement d'entreprise, a noté des irrégularités dans les états financiers de la société, dans une lettre anonyme. Puis, elle a informé le public et tout a explosé. En exploitant les vides juridiques, les hauts dirigeants avaient enregistré les bénéfices projetés en bénéfices réels et caché aux investisseurs les dettes et pertes. Une fois découverts, ils sont tombés comme des dominos, littéralement. Après avoir été appelé à témoigner au tribunal en 2002, l'ancien vice-président J. Clifford Baxter a été retrouvé mort dans un suicide apparent. Kenneth Lay, PDG et fondateur d'Enron, est mort d'une crise cardiaque en attendant son verdict. La morale de tout ça, restez honnête. Numéro 6, pas de suite dans les idées. Quand le géant du commerce en ligne Amazon grandissait, des librairies plus traditionnelles comme Borders avaient du mal à suivre le rythme. C'est un truc que les experts appellent le facteur Amazon, et qui explique pourquoi plein de magasins sont tombés. Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers le commerce en ligne pour économiser, les magasins traditionnels doivent faire un choix, s'adapter ou mourir. Mais Borders n'avait pas compris ça. La librairie a noué un partenariat avec Amazon en 2001. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour les empêcher d'être victimes de la croissance express d'Amazon. Au lieu de s'adapter, Borders a pris une série de décisions mal avisées qui ont fini par les achever. Déjà, au lieu de passer à la vente en ligne, Borders a décidé d'agrandir ses devantures et ouvrir plus de magasins. En plus de ça, ils ont été trop longs pour s'adapter aux tendances technologiques et lancer une liseuse sur le marché. Le Kindle d'Amazon est sorti en 2007 et Barnes & Noble a sorti le Nook en 2009. Mais Borders n'a sorti Kobo, leur liseuse électronique, qu'en 2011. Peut-être qu'ils auraient dû prendre note et copier Amazon. Numéro 5, pas très transparent. Quand l'appli de messagerie anonyme Yik Yak est entrée en scène en 2013, elle a été un succès quasi instantané auprès des étudiants du monde entier. C'était un moyen facile de discuter en ligne. Et l'application utilisait des services de localisation pour partager les publications entre utilisateurs anonymes de la région. Au sommet de sa popularité, elle était évaluée à 400 millions de dollars. Mais sa chute a été précipitée par la perte de ses valeurs, lorsque la pression est montée à cause d'intimidations et de menaces entre utilisateurs. Les développeurs ont publié des mises à jour qui rendaient toute publication impossible sans nom d'utilisateur, alors que c'était son atout principal. Plein de notes à 1 étoile sont vite apparues, et sa base d'utilisateurs déjà en baisse a fait ses derniers adieux. Même avant les mises à jour impopulaires, l'appli avait commencé à être victime de la même tendance que les autres applis de messagerie anonyme, qui perdent souvent leur nouveauté avec le temps. En plus de ça, ces changements impopulaires ont entraîné des difficultés à monétiser à cause de l'anonymat de ses utilisateurs. L'appli a fini par être fermée en 2017. C'est une histoire d'innovation ratée, d'ignorance de l'histoire de services similaires et de suppression d'atouts. Mais assez parlé, on continue. Numéro 4, Schlitz Creek. Schlitz Beer était autrefois une des plus grandes brasseries de Milwaukee et la bière la plus vendue aux États-Unis. Mais l'entreprise est maintenant connue dans les milieux d'affaires comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. À tel point en fait que leur processus décisionnel désastreux a désormais son propre nom, l'erreur Schlitz. Pourquoi? Eh bien, dans les années 50, le propriétaire de Budweiser Beer, Anheuser-Busch, a mené un assaut continu contre Schlitz. Les deux sociétés se sont disputées le titre de bière préférée des États-Unis pendant des années. En 1957, Budweiser a pris la tête pour de bon. Pour concurrencer Budweiser, la bière Schlitz a décidé de réduire progressivement les coûts. Au final, la bière ressemblait en rien au produit original que les consommateurs adoraient. Le goût avait radicalement changé. Schlitz a commencé à remplacer le houblon frais, le principal ingrédient de la bière, par des granulés moins chers. Mais le vrai coup de grâce, c'était ça. Les techniciens de brassage ont commencé à y ajouter un nouveau type d'agent anti-buée, appelé Chill Guard. Avec les techniques de brassage rapide, la bière non transformée était très trouble lorsqu'elle était réfrigérée. Et il espérait résoudre ça comme ça. Apparemment, cette protéine ressemblait à du mucus flottant dans la bière et se présentait parfois sous forme de flocons blancs. Personne ne veut de bière au mucus.
Après ce raté gluant, les ventes ont dégringolé et la société a coulé. Numéro 3, un petit goût amer. L'entrepreneur en série Richard Branson est une des personnes les plus riches au monde, avec un patrimoine net de 4,2 milliards. Mais ce succès énorme s'accompagne aussi d'une juste part d'échec. Vision Drinks est une des inventions loupées de Branson dont vous avez jamais entendu parler. Branson et ses équipes se sont en fait lancés dans le marché des boissons. D'abord avec un cola, puis avec une vodka. Apparemment, un fabricant de soda en devenir a contacté Branson avec une recette faite maison. Quand il s'est avéré que les gens préféraient le soda fait maison au Coca-Cola ou au Pepsi, Branson a lancé le Vision Cola. Ça n'a pas trop mal marché au Royaume-Uni, reprenant silencieusement des parts de marché au Coca-Cola. Mais l'entreprise en a fait beaucoup trop en attaquant une des plus grandes boîtes au monde sur son marché principal. Avec un coup de pub mal avisé, Vision Cola n'allait plus jamais apparaître dans les rayons des supermarchés. En 1998, Branson a assisté au lancement américain de Vision Cola. Mais il a été tout sauf subtil. Dans un show flamboyant, il est arrivé et a écrasé un mur de centaines de canettes de Coca. Inutile de dire que Coca-Cola l'a pas hyper bien pris. Ils ont répondu en versant de l'argent pour faire pression sur les distributeurs pour qu'ils ne bossent pas avec Virgin Cola, la forçant à ne vendre que du Coca. Au final, Virgin Cola a même pas réussi à faire distribuer ses sodas en magasin. Dans l'impossibilité de distribuer leurs produits, Virgin Cola et sa filiale, Virgin Vodka, et la filiale de Vision Drinks a été dissoute en 2007. Avec Branson en costume colossal et méchant. J'irai carrément voir ça. Numéro 2, hypé à mort. On a maintenant l'habitude de transporter des ordinateurs super puissants dans nos poches. Mais vous serez peut-être surpris de découvrir que c'est pas Apple ou Microsoft qui a eu l'idée. En fait, une société appelée Osborne Computer Corporation a sorti le tout premier ordinateur portable en 1981. Mais malgré ses débuts innovants, la Osborne Computer Corporation est surtout connue pour son échec. Pour essayer de se relever de cette perte croissante, la société est entrée dans l'histoire suite à une décision assez folle, et pas en bien. Malgré la sortie du modèle Osborne 1 en 1981, la société a présenté un modèle plus récent à la presse, avant même que le premier soit prêt à être commercialisé. Donc, les clients et les sociétés ont annulé en masse leur précommande de l'Osborne 1. Qui peut leur reprocher de vouloir attendre un modèle supérieur? À cause de toutes ces annulations, Osborne Computer Corporation a manqué d'argent avant même de pouvoir sortir son dernier ordi. En 1983, après des mois de faibles ventes, ils sont passés du statut de géant informatique à une histoire de faillite absolue. Un gros fail. Numéro 1, la cata des cacahuètes. Certaines de ces décisions étaient plutôt folles. Mais cette entreprise remporte la médaille pour ce qui doit être la décision la plus stupide et la plus irresponsable qu'une société n'ait jamais prise. La Peanut Corporation of America, ou PCA, était une usine de transformation d'arachides responsable d'environ 2,5% des arachides transformés en Amérique. C'était une entreprise plutôt petite. Mais le scandale qu'elle a créé l'a propulsée sur les devants de la scène. Après que 9 personnes soient mortes et que des milliers d'autres tombent malades d'une intoxication à la salmonelle, la FDA a découvert que les arachides contaminés en étaient la cause. Ces arachides empoisonnés avaient été vendus et expédiés par PCA, et certaines étaient même allées dans des écoles. Mais c'est pas le pire. Il s'est avéré que quand des tests internes ont révélé l'intoxication à la salmonelle, le PDG Stewart Parnell a dit à son personnel de juste expédier les produits. PCA a expédié des produits avec des certificats de sécurité falsifiés pour tenter de cacher la contamination. En janvier 2009, PCA a fini par émettre un rappel de produits et plein d'autres ont suivi. Moins de 24 heures après un énorme rappel de produit final, la société a déposé le bilan. Stewart Parnell a été condamné à la prison à perpétuité et, heureusement pour nous, il produira plus de cacahuètes tueuses. Alors, laquelle de ces décisions désastreuses était la plus débile? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.